Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marie Delmotte, je suis secrétaire général de Carrefour des Cultures. Carrefour des Cultures est une association namuroise dont l'action vise à promouvoir la démocratie, la citoyenneté, la diversité, et ces trois piliers étant traversés par une dimension interculturelle, ce qui nous semble assez fondamental. Donc l'ensemble des actions que nous développons, tant au niveau de l'éducation permanente des adultes qu'au niveau de l'action sociale, repose sur ces trois piliers traversés par l'interculturalité. Depuis les origines, je dirais, de Carrefour des Cultures, nous nous préoccupons de la situation de l'associatif. Carrefour des Cultures existe depuis presque 25 ans maintenant, et je dirais que depuis les origines de Carrefour des Cultures, cette préoccupation vis-à-vis de la dimension associative, ça a toujours été, je dirais, un des éléments de réflexion et d'action de Carrefour des Cultures. Donc, lorsque nous avons abordé la possibilité de fêter avec l'associatif le centenaire de la loi de 21, la loi sur les associations, la loi de 1921, eh bien, nous avons été confrontés avec la décision qui a été prise par le gouvernement de l'époque d'abroger cette loi de 1921 au profit du Code des sociétés et des associations. Cette réflexion, nous l'avons eue au sein de Carrefour des Cultures, mais d'autres l'ont eue pratiquement en même temps que nous. Je dirais que les premiers peut-être à réagir par rapport à cette instauration du Code des sociétés et des associations, ça a été le Miroir Vagabond. C'est eux qui en fait ont suscité la première réflexion. Je dirais que pratiquement de manière concomitante à Bruxelles, tout un groupe d'associations s'est formé, s'est regroupé pour constituer ce que l'on appelle toujours d'ailleurs le collectif 21, appelé 21 par rapport précisément à la loi de 21 et les interrogations que suscitait son abrogation. Et donc, je dirais quasi naturellement, les préoccupations émises par le Miroir Vagabond, par Carrefour des Cultures et par les associations membres du collectif 21 se sont regroupées, se sont retrouvées pour développer une réflexion par rapport à la situation à ce moment-là de l'associatif et son devenir et les questions que cette nouvelle disposition législative posait par rapport au devenir de l'associatif. À notre niveau, au niveau de Carrefour des Cultures, nous avons entamé une réflexion dans une logique d'éducation permanente, c'est-à-dire que nous avons interpellé un certain nombre d'associations au cours de différentes journées pour essayer d'établir avec ces associations une photographie à la fois de la situation de l'associatif, des problèmes rencontrés par l'associatif et des desiderata, des souhaits de l'associatif. C'est ce travail qui a permis de déboucher sur un plaidoyer. Ce plaidoyer, il a été élaboré, je dirais, dans la durée. Il n'est pas venu comme ça. Il a été le fruit de nombreuses contributions et il a fallu, en groupe, le faire approuver. Ça a fait l'objet de votes pour en approuver le contenu et sa logique interne. Cette logique interne du plaidoyer, nous l'avons organisée autour de différentes thématiques, en l'occurrence quatre thématiques. La première thématique, et c'était en lien précisément avec le Code des sociétés et des associations, c'était le cadre juridique que nous estimons toujours insuffisant pour retrouver ce qui faisait l'esprit de la loi de 21. Lorsqu'on vous donne un mode d'emploi pour organiser votre conseil d'administration ou votre assemblée générale, on n'est plus dans l'esprit de la liberté associative qui se traduisait, liberté associative garantie par la Constitution, donc par la loi suprême. On n'est plus dans, je dirais, la loi de 21 qui mettait en œuvre, je vais dire, cette disposition de liberté associative. On est devant un mode d'emploi, de fonctionnement. On perd, je dirais, cette réflexion, cette analyse, cette possibilité, cette expression, je veux dire, de la liberté associative telle qu'elle figurait dans la loi de 21. Et c'était un des éléments, je veux dire, que nous avions relevé tous ensemble, avec tous les participants aux différentes réunions, c'est de dire le cadre proposé par le CSA ne correspond
correspond plus, je dirais, à cette logique législative de la Constitution vers la loi de 21, vers son application. On est entré dans autre chose. Et donc, nous avons, dès le début, dit c'est insuffisant, le Code des sociétés et des associations, il faut mettre en place autre chose, un complément. On n'a pas arrêté, je dirais, la forme précise que cela pouvait prendre, mais l'idée était de revendiquer la possibilité de pouvoir ajouter au Code des associations, des sociétés et des associations, un élément, je dirais, législatif qui retrouve, je dirais, l'esprit qui figurait dans la loi de 21. C'était le premier élément donc, que nous avons intitulé « Liberté associative pour un cadre juridique adéquat ». Le deuxième élément, c'était de dire il y a dans la dimension associative, dans le fait associatif, des valeurs qui sont portées et ces valeurs ne sont pas nécessairement compatibles avec les dispositions qui sont mises en place concrètement. Je vais prendre un simple exemple pour illustrer ça. L'action associative s'inscrit dans la durée. Ce qui est demandé aux associations, c'est souvent d'avoir une comptabilisation, une recension, je vais dire, quantitative d'actions entamées et non pas, je dirais, une approche plus qualitative de l'action associative s'inscrivant précisément dans la durée. Donc, il nous semblait important de pouvoir mettre cet élément-là en avant. Et bien entendu, ça pose la question de la relation avec le pouvoir politique, avec le pouvoir financier, le pouvoir qui met en place les aides publiques qui sont destinées à l'associatif. Et donc, nous avons insisté sur le fait que l'associatif fait partie des corps intermédiaires et en tant que tel doit pouvoir revendiquer cette position en tant que corps intermédiaire. Donc, qui dit corps intermédiaire dit coacteur des politiques publiques. Et donc revendiquer cette place pour l'associatif comme co-acteur des politiques publiques. Ça, c'était le deuxième élément du plaidoyer. Le troisième élément, je l'ai rapidement évoqué, c'était les valeurs de l'associatif et donc l'importance de la transmission de ces valeurs et aussi d'une réflexion en interne. Et donc dans le cadre du colloque que vous proposez, c'est évidemment un élément fondamental, c'est comment impulser au sein des associations à des moments qui ne sont pas prévu dans le cadre des financements, la possibilité de pouvoir réfléchir à ce que constitue l'action associative. Il y a bien sûr l'objet de l'association proprement dite, mais il y a aussi la réflexion à avoir sur le fait associatif dans sa globalité. Qu'est-ce qu'on vise? On est acteur de la transformation de la société. Et donc, mener cette réflexion en interne au sein de l'associatif, c'est évidemment excessivement important. Or, ce n'est pas prévu dans les termes de financement. Et donc, il nous semblait important de dire attention, on doit pouvoir donner à l'associatif la possibilité de prendre ce moment de respiration, ce moment de recul pour qu'il pense son devenir, son action et qu'il la resitue pas uniquement dans l'objet spécifique de l'association proprement dite, mais au niveau global. Et le quatrième et dernier élément, c'est évidemment la problématique de financement et donc pouvoir inscrire les financements de l'action associative dans la durée et non pas dans des appels à projets qui sont évidemment très aléatoires et maintenant fondamentalement remis en cause d'ailleurs et qui ne permettent pas, je vais dire, tant au niveau du fonctionnement interne qu'au niveau de la stabilité du personnel, avoir une politique de financement s'inscrivant dans la durée et avec des critères d'évaluation qui soient concertés entre les décideurs politiques et l'associatif, ça nous semblait fondamental. Voilà les 4 thématiques qui se sont exprimées dans le plaidoyer en 16 points. Donc c'était pas très long, je vais dire 16 points, concis, ramassés, mais clairs. Et nous avons voulu interpeller les décideurs politiques avec ce plaidoyer précisément. Et donc nous sommes allés à la rencontre des politiques, de toutes celles et tous ceux qui ont accepté de nous recevoir, et nous avons donc multiplié les rencontres en disant c'est important que vous preniez connaissance de ce qui est indiqué dans ce plaidoyer. Pourquoi? Parce qu'on se situait à ce moment-là dans la perspective de la double échéance électorale, la première échéance électorale de juin 2024 et puis celle qui allait suivre en octobre 2024 à l'échelon communal, à l'échelon plus local. Mais pour la première échéance électorale, celle qui concernait le fédéral et le régional et le communautaire, il nous semblait important, je vais dire, de marquer le coup vis-à-vis des politiques.
Et c'est la raison pour laquelle, avec les différentes associations qui avaient manifesté un intérêt pour cette problématique associative, nous avons co-organisé 3 journées consécutives. La première a eu lieu à Bruxelles, la deuxième a eu lieu à Liège et la troisième, qui a conclu le processus, a eu lieu à Namur, au centre culturel de Bommel. Et le CAI a d'ailleurs été partenaire de cette dernière journée à Namur. Dans l'ensemble, nous avons réuni, je pense, sur la totalité, plus de 350 associations dans le cadre des 3 journées en question. Et les 3 journées avec des modalités d'expression différentes, et c'était un peu logique. La sensibilité à Liège n'était pas exactement la sensibilité de Bruxelles et celle de Namur non plus, mais avec des modes d'expression spécifiques. Je pense notamment à la participation du GAPS dans le cadre de CENET qui permettait de donner une respiration à la réflexion qu'on pouvait avoir. Je pense à une expression dansée, à crayonner à main levée, je vais dire, pendant les discussions pour illustrer les propos. À Bruxelles aussi des interpellations du politique sous forme d'un rassemblement, je dirais, de toutes les formations politiques bruxelloises directement interpellées par le monde associatif présent dans la salle notamment. Donc des formes d'expression relativement différentes, mais un objectif commun qui s'est traduit par ce que vous retrouvez là sur l'affiche qui est derrière moi, l'associatif, l'avenir essentiel. Jeu de mots sur l'avenir essentiel, privé de ciel, privé d'avenir, barré non. L'avenir de l'associatif, c'est que c'est un propos essentiel qu'on voulait rappeler. Dire que le collectif 21 également a, pendant cette période-là, produit des éléments, je dirais, qui soutiennent la réflexion à ce niveau-là, sous forme d'un livre qui a été publié, d'un ouvrage et d'un film. Ce film est à disposition des associations. Ce film s'appelle Hypothèse 21-21, 2121. Pourquoi? Parce qu'on envisage l'associatif en 2121 et on l'interroge par rapport à ce devenir et on le ramène à la réalité actuelle dans ce film. Donc ce film est à disposition. Il est toujours, bien entendu, très potentiellement utile pour une réflexion en interne au sein d'une association, bien entendu. Je viens de vous parler du processus, je dirais, d'interpellation à l'égard des décideurs. Est-ce que ce processus d'interpellation a été suivi des faits ou pas du tout? C'est vrai que lorsqu'on a rencontré les politiques, la plupart se sont engagés à répercuter, je dirais, les revendications dans le cadre de leurs programmes électoraux, mais c'est une première étape. La deuxième étape, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où les élections étant terminées, une nouvelle majorité se dégage. Est-ce que le fait d'avoir mené vis-à-vis des différentes formations politiques cette action va avoir un suivi, va avoir une conséquence positive ou négative dans le cadre de ce qu'on appelle les déclarations de politique régionale et déclarations de politique communautaire. Il se fait que le résultat des urnes vous est bien connu, la majorité régionale et la majorité communautaire est identique et donc portée par la même majorité politique MRCDH. Les déclarations de politique régionale et communautaire ont d'ailleurs été établies sur base d'une réflexion conjointe. Je vais dire, il n'y a pas eu de césure majeure, de scission entre les deux déclarations, que ce soit la DPR ou la DPC, la déclaration de politique communautaire. L'élément le plus marquant, je dirais, formellement, s'est traduit dans la déclaration de politique régionale. Et je vais me permettre de reprendre le texte parce que je ne le connais pas par cœur, mais le texte de la déclaration de politique régionale dit « Une charte associative sera adoptée sous la forme d'un décret cadre. Ce décret posera les principes de gouvernance des relations entre les pouvoirs publics et les associations. Les principes suivants seront repris. Les pouvoirs publics respecteront la liberté d'association
d'association et d'expression, l'égalité de traitement et la légalité des mesures, entre autres par l'adoption de décrets ou via contractualisation, la simplification administrative ou le principe de confiance dans la mise en œuvre des objectifs. Les associations respecteront le principe d'évaluation et de contrôle, la transparence de leurs moyens d'action, l'universalité d'accès, l'interdiction de militantisme pour les partis politiques et le respect des droits fondamentaux et des valeurs universalistes. Donc, je dirais que la partie revendicative du plaidoyer portant sur la liberté associative se retrouve dans la DPR et est relayée au niveau communautaire, puisque très clairement, c'est Madame de Grays qui est ministre-présidente de la communauté française qui va être en charge de la mise en œuvre de cette disposition, même si elle figure dans la déclaration de politique régionale. C'est pour ça que je disais que la porosité entre les deux était relativement évidente. Nous nous sommes livrés à un travail de comparaison, d'extraction, je dirais, dans les déclarations de DPR et la DPC de ce qui concernait l'associatif, et c'est assez conséquent. Ce serait évidemment beaucoup trop long de pouvoir en faire état ici, mais nous avons réalisé 2 journaux d'intervention qui ont été diffusés auprès de toutes les associations qui ont participé aux différentes étapes du processus que j'ai expliqué tout à l'heure, et où nous avons détaillé les résultats de l'action qui a été menée. Donc je renverrai plutôt à ce document, plutôt qu'ici de faire une lecture extensive, un document qui malgré tout est relativement long parce que les mentions relatives à l'associatif sont nombreuses dans la DPR et dans la DPC. Je dirais aussi qu'il est explicitement indiqué que les financements au niveau de l'associatif, dans la durée, sont effectivement reprises. Donc la volonté politique d'inscrire les financements dans la durée, pour ce qui concerne l'associatif, sont inscrites dans le DPR et la DPC. Et l'idée que nous avions émise de consacrer les crédits facultatifs, les appels à projets par exemple, à des aspects innovants, a été reprise in extenso dans la déclaration de politique régionale également. Donc la logique pour laquelle nous plaidions de dire il faut, parce que l'action associative s'inscrit dans la durée et pas dans l'immédiateté, il faut un financement qui s'inscrive dans la durée, et profitons des appels d'offres qui seraient lancés pour innover, pour mettre en œuvre des éléments nouveaux, novateurs par rapport à l'action défendue par les associations en fonction de leurs spécificités propres, bien entendu. Donc, en tout cas, en termes de résultats théoriques, on peut dire qu'effectivement, l'action du plaidoyer a connu une issue plutôt favorable. Maintenant, entre le dire et le faire, il y a toujours évidemment une large marge, et maintenant, on est dans l'attente du faire. Et de ce côté-là, on est encore loin du compte. Et la situation à l'heure actuelle concernant notamment la non-existence actuelle du gouvernement bruxellois ne facilite pas les choses, bien entendu, puisque je pense à tous nos amis du collectif 21, dont la plupart des membres sont des associations bruxelloises, eux sont confrontés directement à cette absence d'interlocuteur pour l'instant, donc ce n'est pas, je dirais, de nature à favoriser les choses. Alors, en ce qui concerne les pistes d'action pour le futur, je distinguerai 2 choses. Ce qui relève, je dirais, des associations qui se sont impliquées dans le processus dont j'ai parlé, et ce qui relève, je dirais, de la liberté de chacune des associations de mettre en œuvre l'une ou l'autre piste d'action. Alors, en ce qui concerne, je dirais, le collectif 21, dont le Miroir Vagabond et donc Carrefour des Cultures font partie au sein du bureau du collectif 21, l'objectif qui est poursuivi par ce regroupement d'associations maintenant est de réfléchir, concevoir et impulser la mise en œuvre d'un observatoire des libertés associatives. Donc, quel est l'objet? L'objet est de disposer d'un outil qui puisse effectivement, non pas sur un plan, je dirais, parasyndical, le but n'est pas là, mais sur le plan, je dirais, de l'analyse sociopolitique, de pouvoir avoir un outil d'analyse dans la durée du fait associatif. Donc ça, c'est ce sur quoi le collectif travaille actuellement. En ce qui concerne les pistes d'action, on les a suggérées dans le cadre du journal d'intervention qu'on avait envoyé aux différentes associations. Et bien entendu, la première suggestion, c'est de mener au sein de chacune des associations
association se débat sur le fait associatif, sur cette réflexion, sur son importance et sur l'implication que chacune, quelle place cette association trouve dans ce concert global du monde associatif et amener, je dirais, le plus grand nombre des travailleurs de ce secteur à s'interroger par rapport à cette question et à ce devenir. Donc, on ne peut donc que saluer, je vais dire, l'initiative qui est proposée aujourd'hui, puisqu'elle vise précisément à poursuivre en interne cette réflexion. L'interpellation des représentants politiques, y compris à l'échelon local, c'est évidemment aussi une dimension importante, parce que ce n'est pas parce que le plaidoyer a été exposé et qu'il a trouvé certains échos dans le cadre des dispositions des DPR et DPC que l'action s'arrête, que du contraire. Qui plus est, je dirais, la transposition, par exemple, sur le plan local des revendications qui sont mentionnées dans le plaidoyer, c'est évidemment quelque chose qui relève de la responsabilité de chacune des associations sur le terrain local, communal ou autre. On peut effectivement également proposer une inscription de ces modes de fonctionnement dans des plans sociaux locaux des pouvoirs publics, des PCS de tout espace de dialogue, d'espaces de travail ou de projets communs. On peut publier les réflexions qui sont faites en interne dans les moyens de communication qui sont propres à chaque association. La FMJ, par exemple, directement impactée d'ailleurs à l'heure actuelle par des situations particulières sur certaines maisons des jeunes. Je lisais dans le journal Le Soir d'hier ou d'aujourd'hui une situation par rapport à une maison des jeunes dont on vient de retirer l'agrément. La FMJ a estimé important de consacrer pratiquement un numéro complet de sa revue à cette problématique du fait associatif, du plaidoyer, de l'action entreprise, etc., etc. C'est évidemment important parce que c'est l'ensemble, je dirais, des maisons de jeunes qui sont sensibilisées à cet aspect-là. Donc, il appartient à chacune et à chacun, je veux dire, de relayer les choses au travers de ces moyens de communication propres. Bien entendu, toute association a la possibilité de pouvoir rejoindre le collectif 21 et de pouvoir appuyer son action, c'est clair. Et aussi et surtout, c'est un devoir citoyen. Je l'ai dit tout à l'heure, les déclarations de politique régionale et communautaire, ce sont des déclarations aux actions concrètes. Il y a un chemin à parcourir et la vigilance vis-à-vis de la mise en œuvre concrète de ce qui a été déclaré dans les DPR et les DPC, c'est une action citoyenne. Il appartient aux citoyens, aux membres des associations, d'interpeller par rapport à la mise en œuvre de ce qui est dit dans les déclarations. Donc, exercer sa vigilance à ce niveau-là, sur le suivi des mesures annoncées, c'est important. Et puis, bien entendu, favoriser toute initiative, comme c'est le cas aujourd'hui, qui vise à renforcer l'associatif, bien entendu, et là, l'imagination est au pouvoir. Juste un mot, c'est de dire dans le contexte actuel, dans ce tourbillon, je dirais, de décisions, de mesures, de craintes, d'angoisse par rapport à la situation internationale, par rapport à même, je dirais, la situation au niveau national chez nous, je pense aux mouvements sociaux actuellement, le rôle de l'associatif par rapport à ce contexte incertain, insécurisant, le rôle de l'associatif est fondamental. Et donc, on dit généralement que les droits de l'homme, c'est un combat quotidien. Je dirais que pour l'associatif également, le combat est quotidien. À nous de le mettre en œuvre.